Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par bourgeoisie? Moi, quand j'entends bourgeoisie, c'est une catégorie sociale beaucoup plus large où je sais que moi, sur les réseaux, on m'insulte régulièrement de bourgeois, alors que je pense pas vraiment en faire partie, mais voilà, peut-être ce que tu appelles sous-bourgeoisie, j'imagine. Et en même temps, des fois, tu parles des 500 plus gros patrons ou, enfin voilà. Oui, c'est très important de le préciser. Je pense que il faut vraiment bien utiliser ce terme de bourgeoisie, c'est-à-dire pas l'utiliser n'importe comment. La bourgeoisie, c'est la classe qui est propriétaire des moyens de production. Okay. Donc, ce sont ceux qui possèdent les entreprises privées via les actions qu'ils y mettent, mais aussi, moi, par extension, je pense que vu qu'on est dans un système un peu d'économie mixte où il y a une grosse place au secteur public, ce sont aussi ceux qui dirigent les grandes administrations publiques, les grandes entreprises publiques, les grands médias, etc. Donc la bourgeoisie, c'est vraiment les décideurs du système capitaliste, ce sont ceux qui décident parce qu'ils possèdent. Ah, c'est important. Et c'est une classe qui se reproduit dans le temps, qui est composée de membres qui se confient le pouvoir de génération en génération. De telle sorte que la bourgeoisie, c'est pas un groupe si étendu que ça. Ce qui fait qu'il faut pas traiter tout le monde de bourgeois, parce que la bourgeoisie, c'est pas un mode de vie, c'est pas vouloir un beau canapé et un service à thé Maison du Monde, j'en sais rien, c'est pas ça. C'est vraiment quelle place on a dans le mode de production. Et la place, c'est la place de décideur et la place de possédant. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je dirais que les éléments les plus chimiquement purs de la bourgeoisie, ce sont ces 500 familles les plus riches de France, celles que, je sais pas si je l'ai sous la main, sont classées chaque année par le magazine Challenge. Ouais. Ça, c'est une mine d'or anticapitaliste parce que c'est le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Donc, on voit qui a le vent en poupe. Et puis, ce sont vraiment, d'ailleurs, le classement, il change pas beaucoup d'année en année, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de grosses surprises. Ce qui change, c'est un peu l'ordre dans le classement, mais c'est globalement les 500 mêmes. Et c'est comme ça depuis parfois plusieurs siècles, hein. En Italie, par exemple, il a été montré que dans la ville de Florence, les 50 familles propriétaires du plus de trucs, ce sont les mêmes qu'au XVe siècle, hein. Donc, il y a aucune surprise en la matière. Et en France, globalement, ce sont les mêmes qu'au 19e siècle. Ça, c'est, on va dire, le noyau dur de la bourgeoisie. Et ensuite, c'est ce qu'on essaie de développer dans Frustration et que j'explique aussi dans le livre Parasite. Ouais. Il y a effectivement des classes qui gravitent autour de ça parce qu'effectivement, il y a des différences de degrés. Par exemple, il y a la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, ce sont les petits propriétaires. C'est-à-dire, c'est des gens qui, effectivement, sont aussi propriétaires des moyens de production ou des moyens de vie. Donc, quand je dis moyens de production, ça va être les entreprises. Quand je dis moyens de vie, ça va être, par exemple, les logements. Alors, en France, les logements, en fait, c'est pas n'importe qui est propriétaire de logements qui est loué. Ceux qui louent des logements, c'est une petite partie de la population. Ce sont des multipropriétaires. C'est un peu la petite bourgeoisie. C'est-à-dire, c'est la bourgeoisie, mais en petit. Ils ont moins de pouvoir, notamment au niveau de l'État. Mais par exemple, ils vont avoir un pouvoir local. C'est pour ça qu'on va les appeler les notables, par exemple. Donc, cette petite bourgeoisie, c'est un peu le petit patronat, etc. Et puis, il y a une troisième classe que je définis. C'est la sous-bourgeoisie. Ça, c'est vraiment important. La sous-bourgeoisie, elle n'est pas propriétaire, mais elle est là pour être la courroie de transmission entre les bourgeois et le reste de la population. C'est ceux qui, notamment, ils vont pas avoir des capitaux financiers ou économiques, même si souvent c'est des gens qui vivent très bien. Mais par exemple, ils vont avoir les capitaux culturels, c'est-à-dire ça va être les éditorialistes, les grands journalistes, tous ceux qui tiennent, on va dire, l'industrie culturelle. Pour moi, c'est la sous-bourgeoisie. Et puis à l'échelle des entreprises, j'aime bien toujours prendre l'échelle des entreprises qui permet d'imaginer la société capitaliste en petit. Ça va être un peu les cadres supérieurs. Les cadres supérieurs, je sais pas, ça va être la directrice des ressources humaines, le directeur financier. On peut pas dire strictement parler que c'est des bourgeois parce que c'est pas forcément des actionnaires de l'entreprise. C'est des gens qui gagnent beaucoup, qui gagnent très bien leur vie, donc qui ont un intérêt financier à ce que les choses continuent comme ça, qui défendent le système capitaliste parce qu'ils sont valorisés pour ça, mais ce sont pas à proprement parler des bourgeois, ce sont pas les propriétaires. Et puis, il peut y avoir des contradictions dans ces classes-là. La sous-bourgeoisie, qui est une classe intermédiaire entre les deux, peut être composée de gens qui vont choisir de défendre les classes laborieuses, par exemple. Ça arrive, ça s'est vu plein de fois dans l'histoire. Ça, c'est la partie définition. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, non, mais carrément, parce que moi, c'est les questions que je me posais en préparant l'interview. Clairement, je suis pas issu d'une classe populaire et ouvrière, et en même temps, je trouve ça injuste ces inégalités, et donc j'ai envie de contribuer tout en étant très clair d'où je me situe, et voilà. Oui, après, on peut reconnaître que ensuite, à l'intérieur des classes dominées, il y a des différences d'exploitation. Il y a des gens qui sont plus ou moins exploités que d'autres. Toute une partie de la sous-bourgeoisie, par exemple, c'est quand même des gens qui sont exploités par la bourgeoisie, parce que, par exemple, ils peuvent être salariés, etc. Mais leur mode de vie fait qu'ils ont une vie quand même plus confortable, que le système capitaliste, ça leur réussit. Mais pas toujours, parce que quand une société se dégrade sur le plan économique, comme c'est notre cas, le mode de vie aussi des sous-bourgeois se dégrade. Donc ils peuvent aussi un peu changer leurs alliances. Ouais. Et ça, c'est important, voilà, de pas se raconter n'importe quoi. Bourgeois, par exemple, c'est pas égal à diplômé. Comme je disais, on est dans une société de plus en plus diplômée parce que le capitalisme a besoin qu'on soit diplômé. Mais c'est pas parce que vous avez fait 2, 3, même 5 ans d'études que vous êtes un bourgeois.
Moi, j'ai fait 5 ans d'études. Pour autant, j'ai plus de privilèges sociaux du fait de ces études que des gens qui ont été apprentis à 15 ans. Il y a aucun doute là-dessus. T'es pas détenteur de moyens de production. Mais je suis pas détenteur de moyens de production, je suis pas propriétaire. Mais les bourgeois, c'est quand même un adversaire identifiable, qu'il faut désigner comme tel. Et si on se traite tous mutuellement de bourgeois, on s'en sortira pas. Voilà.